Bonjour Thomas Guénolé Bonjour, et bienvenue sur Impact. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? je m'appelle Thomas Guénolé, je suis politologue, je suis enseignant à la Schiller International University en géopolitique. Je suis par ailleurs auteur de livres, essentiellement comme essayiste et comme écrivain. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi vous avez fait du combat de l'extrême droite et de la xénophobie votre combat? On a tous profondément en nous certains moteurs, des choses vraiment au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire des choses qui nous meuvent, qui nous mettent en mouvement, une sorte de force qui nous pousse et qui nous fait avancer et qui fait qu'on est prêt à se battre et à aller assez loin. Et c'est particulièrement vrai sur les croyances, les convictions, mais ça peut être même des choses beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus élémentaires. Et en ce qui me concerne, il y a d'autres gens, c'est autre chose, mais moi, l'élément fondamental, c'est l'injustice. J'ai un problème fondamental et profond avec l'injustice sous toutes ses formes, et donc la cohérence de mes engagements dans l'espace public, si vous regardez bien, c'est que c'est toujours sur l'injustice. Qu'il s'agisse de l'extrême droite qui est foncièrement, profondément xénophobe, et la xénophobie est une forme d'injustice extrêmement grave, mais au niveau international, ça m'a conduit à m'exprimer en tant qu'intervenant pro-palestinien, et c'est pour la même raison, c'est l'enjeu de l'injustice. Alors, Monsieur Guénolé, j'aimerais vous demander, en fait, je vais vous poser la question, et je pense que c'est la question de beaucoup de Français. Comment on en est arrivé là? Le président Macron a dissous l'Assemblée et a dit vouloir redonner le pouvoir au peuple pour ensuite ne pas l'écouter. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend plus rien. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont... Il y a plusieurs choses qui se sont jouées dans la séquence politique très intense qu'on a vécue à mi-parcours de l'année 2024. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, et ça a donné des résultats, difficiles à traduire avec les institutions qu'on a. Ce que je veux dire par là, c'est que les institutions de la Ve République fonctionnent plutôt bien, en l'état actuel, je pense en particulier au mode de scrutin aux législatives, au mode de scrutin à la présidentielle, etc. Ça fonctionne plutôt bien quand vous avez une vie politique française qui est structurée de manière stable sur la confrontation entre deux grands blocs, un grand bloc de gauche et un grand bloc de droite. Pourquoi ça fonctionne bien? Parce que quand vous avez un scrutin à deux tours, aux législatives et à la présidentielle, qui sont les deux élections vraiment importantes, dans ce cas-là, vous avez une demi-finale avec une compétition interne à la gauche et interne à la droite pour les départager avant qu'il y ait un deuxième tour. Et ensuite, au deuxième tour, vous avez une finale entre le champion de gauche et le champion de droite. Et c'est pareil pour la présidentielle donc, et pour les législatives. Sauf que depuis quelque temps maintenant, nous avons une vie politique qui est non pas structurée en deux blocs, mais en trois. Vous avez un bloc d'extrême droite, un bloc xénophobe, vous avez un bloc libéral, qui est le bloc macroniste, et puis vous avez un bloc de gauche. Et ils sont de force à peu près égales électoralement, si vous regardez bien. Et le problème qui se pose à cet égard, c'est que quand vous avez un système institutionnel qui est construit pour deux grands blocs, et que dans l'électorat vous en avez trois, la traduction du vote des Français par les institutions pour donner une certaine assemblée et un certain gouvernement, ça commence à donner n'importe quoi. Encore une fois, pour cette raison fondamentale, institutions pensées pour deux blocs, et électorat français structuré en trois blocs. Et ça donne, je vous prends deux exemples, ça donne que vous n'arrivez plus à avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale parce que vous avez trois blocs de force égale, et il en faudrait au moins un qui soit à la majorité, et là on n'en a plus. Et puis pour la présidentielle, ça donne, on a un deuxième tour qui en réalité consiste à rejeter à deux voix contre une, à deux tiers des voix, un bloc que tout le monde rejette. Ce qui montre bien que le système à deux tours ne fonctionne plus. Raison pour laquelle, donc, moi, ma conviction, c'est qu'on doit changer d'institution en profondeur. Alors, on peut faire la version minimale, qui serait de juste changer le mode de scrutin pour passer à la proportionnelle à l'Assemblée, et avoir un gouvernement qui est nommé par le président, mais qui n'est plus responsable devant l'Assemblée, ce qui veut dire que vous auriez une négociation permanente entre un gouvernement qui ne peut pas être renversé par l'Assemblée et une Assemblée qui ne peut pas être dissoute par le président. Et dans ce cas-là, vous auriez une négociation permanente entre le législatif dans toute sa diversité, où il n'y a pas besoin de majorité en fait, il n'y a pas besoin de majorité, et un gouvernement qui lui aussi est stable puisqu'il ne dépend pas
de l'Assemblée. Et vous auriez ce dialogue et une certaine stabilité. Ça, c'est la version minimale. La version maximale, moi, c'est ce que je préconise, c'est qu'on remplace la démocratie représentative par une démocratie directe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le RIC-CARL, référendum d'initiative citoyenne, constituant, abrogatif, révocatif et légiférant. Donc de pouvoir faire des référendums pour absolument tout, en clair, sur pétition des citoyens. Donc les citoyens eux-mêmes, par pétition, déclenchent des référendums, comme ça existe par exemple en Suisse, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et avoir une assemblée qui n'est pas élue, mais qui est tirée au sort parmi les citoyens et qui est renouvelée tous les ans ou tous les 2 ans. Bon, moi, ce sont mes convictions. Je ne dis pas que c'est majoritaire aujourd'hui, mais je suis d'un naturel patient. Ça, c'est pour les volets institutionnels. Après, il y a un autre problème qui est que ce qu'a fait Emmanuel Macron à l'issue des élections n'est ni anticonstitutionnel ni illégal. Il n'a rien fait d'illégal. Hein. Il a fait des choses qu'il a le droit de faire d'après la Constitution et d'après les lois. Ça, c'est important à savoir. Mais, politiquement, ce qu'il a fait, c'est que, si on résume, la gauche est arrivée en tête en nombre de sièges. Et pourtant, la gauche ne gouverne pas. Emmanuel Macron a perdu ses élections. Et avant ça, il a perdu les européennes, donc il a été désavoué de manière très claire, et pourtant, il garde le pouvoir. La droite s'est pris une raclée, hein. Elle n'est même pas 2e ou 3e, elle est 4e et loin derrière, et pourtant, elle se retrouve avec le poste de Premier ministre, de ministre de l'Intérieur, etc. Et la force principale dans l'électorat, au moment des législatives, ça a été de rejeter l'extrême droite par un immense front républicain, qui a fait que des gens de gauche et des gens plus libéraux ont voté pour les candidats les uns des autres, c'est quand même un truc très fort. Eh bien, en dépit de ça, vous vous retrouvez avec le Front National qui gouverne par procuration, puisqu'il dispose d'une épée de Damoclès de chantage à la censure en permanence sur le gouvernement de droite et libéral qui a été mis en place. Alors pourquoi on se retrouve dans cette situation-là ? Parce qu'Emmanuel Macron a préféré conserver la même politique économique et sociale, en réalité. Il a une politique libérale, il veut la conserver. Il pense sincèrement que si on applique une politique de gauche, c'est dangereux pour le fonctionnement, la vitalité économique du pays. Il le pense vraiment. Et donc il s'est dit, je préfère négocier un gouvernement avec la droite sous la surveillance de l'extrême droite, plutôt que de négocier un gouvernement de la gauche sous surveillance des macronistes, parce que c'était les deux possibilités. Il a fait ce choix. Il a fait ce choix parce qu'il a fait passer le maintien de ces réformes économiques et sociales des dernières années, parce que la droite a la même politique que lui là-dessus, plutôt que de... Mais comment dire, c'est au prix d'un pacte faustien qui rapproche encore plus l'extrême droite du pouvoir. Donc moi je pense qu'il a fait une réussite politicienne, en faisant ce coup-là, mais que ce faisant, il a commis une faute morale. Mais pourquoi il a fait ce choix-là ? Parce que l'excuse qu'il utilise souvent, c'est que, et l'excuse c'est quelque chose qui revient souvent dans les médias, c'est que la gauche serait aujourd'hui plus dangereuse que la droite. Alors, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y avait pas de majorité, qu'il n'y avait pas eu d'accord possible pour que la gauche gouverne, mais c'est faux. Ce que je veux dire par là, c'est que il suffisait que la gauche et les macronistes s'entendent pour qu'il y ait une majorité très large en fait pour fonctionner. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a refusé. Il l'a refusé parce que les conditions du côté de la gauche, je rappelle que Lucie Castet avait dit qu'elle était ouverte à la négociation, y compris sur le programme. Mais le minimum inévitable de mesures de gauche dans cette configuration était déjà inacceptable pour Emmanuel Macron. Je pense en particulier à l'augmentation du SMIC et à l'abrogation immédiate de la réforme des retraites, entre autres sujets. Donc Emmanuel Macron a fait le choix de prendre la combinaison possible dans cette assemblée coupée en 3. Il a fait le choix de il y avait 2 combinaisons possibles, je vous le disais. Il a fait le choix de la combinaison qui lui permettait de ne pas voir sa politique économique libérale être détricotée en grande partie par un gouvernement de gauche. Sauf qu'il a fait ce choix en mettant le gouvernement dans la main, en termes d'épée de Damoclès, dans la main de l'extrême droite. Là-dessus, je pense qu'il a payé un succès à court terme par une mise en danger très lourde à moyen terme, c'est-à-dire d'ici la prochaine présidentielle, c'est-à-dire que son programme économique reste appliqué, mais que la contrepartie, c'est que le fascisme est à nos portes.
Alors, justement, en parlant de fascisme, les élections européennes et législatives ont montré que les Français penchaient de plus en plus à droite. On est à un tiers Ouais. d'extrême droite. On a un Français sur 3 qui est d'extrême droite dès le premier tour. Et quand il faut choisir entre l'extrême droite et les libéraux, vous en avez un peu moins d'1 sur 2 qui préfère l'extrême droite. C'est ça, on en est là. Ouais. Et donc, c'est une situation qui n'est pas que française, mais aussi européenne. On voit la montée du populisme un petit peu partout en Europe. Et donc, il y a les États-Unis de Trump, il y a le Brésil de Bolsonaro, il y a l'Inde de Modi. Il y a même... Donc vraiment, on peut trouver ça un peu partout, en réalité, la montée du fascisme, du néofascisme en réalité, parce que c'est pas le fascisme des années 30, c'est pas vrai. C'est une autre forme de fascisme avec des différences, en particulier, le néofascisme est moins... Comment dire ? Le néofascisme est moins violent que le fascisme. Il s'est amoindri par rapport à sa forme d'origine. Il fait moins de morts, si vous voulez, en clair. Et il ne supprime plus les élections quand il prend le pouvoir. Il se contente de tenter des coups d'État quand il les perd. Ce qui est le cas de Donald Trump ou de Bolsonaro. Ou alors, il vide les élections de leur caractère de compétition équitable en mettant en place des simulacres d'élections. Ça, c'est Poutine. Donc voilà, le néofascisme n'est pas tout à fait similaire au fascisme des années 30, ça reste néanmoins du fascisme. Je renvoie, pour ceux que ça intéresse, à mon manuel de résistance à l'extrême droite, où la première question traitée, c'est « mais c'est quoi le fascisme ?» Voilà. Mais là, j'en viens à ma question, c'est pourquoi cette montée un peu du néofascisme en Europe et un petit peu partout dans le monde? Alors, il y a plusieurs raisons combinées et variables selon les pays qui font qu'on a une vague néofasciste qui triomphe dans beaucoup de pays. En Europe, en France et dans d'autres pays, les principaux facteurs de montée du néofascisme, c'est la permanence d'un héritage colonial qui fait que vous avez quand même beaucoup de gens qui continuent à adhérer aux préjugés négatifs sur les Noirs et les Arabes. Et ces préjugés négatifs, en réalité, sont hérités de l'époque coloniale, à l'époque où les élites des puissances coloniales et les colons eux-mêmes avaient développé un discours d'auto-justification à la fois à leurs propres yeux et aux yeux des colonisés, en expliquant que, quelque part, les colonisés avaient besoin d'être colonisés parce que ils sont nuls, ils sont bêtes, ils sont paresseux, ils sont sauvages, etc. Tout cette tissu de conneries. Parfois même que c'était la volonté de Dieu. Oui, ou de dire que c'est la volonté de Dieu, pourquoi pas. Enfin bref, tout le catalogue des excuses les plus grotesques qui est passé, sauf que ça a installé un système de croyance envers les Noirs et les Arabes qui perdure encore sous une forme amoindrie, mais il y a des clichés qui restent là quand même. En particulier, si vous regardez le film Intouchable, qui est censé être une ode à la diversité et qui est un film que moi je déteste, vous constaterez que le principal talent du personnage joué par Omar Sy, c'est qu'il danse super bien. Et s'il y a un cliché colonial qui a la vie dure, c'est que les Noirs dansent super bien. Vous voyez ? Donc c'est des détails, mais qui continuent. Ou de dire, quelque part, les immigrés ne veulent pas bosser. Ça veut dire, en français courant, c'est les Noirs et les Arabes sont des feignants. Et ça, c'est encore un cliché colonial. Vous voyez ? Donc, vous avez ça qui joue, bien sûr, qui favorise la xénophobie envers les gens qui n'ont pas la peau blanche, déjà. Vous ajoutez à ça l'installation du chômage de masse dans les pays riches. Qui fait qu'il y a immédiatement une tension envers les derniers arrivés en termes de vague d'immigration. C'est plus facile de dériver dans « ouais, les Noirs et les Arabes nous volent notre boulot » quand on manque de boulot. Si on était en plein emploi, la question se poserait beaucoup moins. On n'est pas en plein emploi. On est en chômage de masse installé depuis maintenant 40 ans à peu près. Pourquoi ? Parce que le progrès technique du transport des marchandises, d'une part, et la multiplication des accords de libre-échange, facilitant donc le fait... ces deux éléments ont rendu rentable de délocaliser la production dans des pays dont les conditions de travail et de production sont proches ou égales à l'esclavage. Je pense à la Chine intérieure en particulier, mais pas seulement. Je pense aussi aux mines du Congo-Kinshasa ou des choses comme ça, puisque voilà, on en tire des composants indispensables pour nos téléphones portables, ce genre de choses. Et donc, quand vous avez tout ça qui est mis en place,
ça devient rentable de remplacer des ouvriers d'usines européens par des ouvriers d'usines chinoises, etc. Pas que chinoises, mais surtout chinoises en réalité. Quand on dit l'atelier du monde, c'est vraiment pas des paroles en l'air. Et dans ce contexte-là, vous avez un chômage de masse qui apparaît dans les pays riches. Et ça, c'est une forte pression envers la xénophobie, parce que Marx en parlait déjà au XIXe siècle. Vous aurez toujours un lumpenprolétariat disponible pour aller adhérer aux idées réactionnaires et xénophobes, parce qu'il va être prêt à aller contre ceux qui sont encore en dessous d'eux, c'est-à-dire les immigrés. Et donc on est dans cette situation-là. Ça, c'est le deuxième grand facteur. Et puis le troisième grand facteur, je pense que c'est le côté obscur des réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout anti-réseaux sociaux, au contraire. Hein. En ce moment, je travaille sur un livre sur une guerre pour lequel je recueille des témoignages, et je n'y arriverai pas, ou en tout cas j'y arriverai beaucoup plus difficilement s'il n'y avait pas Instagram, qui est en train de me permettre, à l'heure où je vous parle, de rencontrer des gens un peu partout sur la planète et de me connecter. Voilà, donc les réseaux sociaux, c'est formidable en général. Mais ça a aussi un côté obscur. Et ce côté obscur, c'est l'interconnexion globale des xénophobes, qui donc, au lieu de raser les murs, se sentent forts parce qu'ils ont un effet de meute. Et donc ils sont en train de se chauffer entre eux et de se répéter des horreurs xénophobes entre eux. Et donc vous avez une assurance et un effet de meute des xénophobes que vous n'aviez pas avant Twitter. Alors Instagram non, parce que son mode de fonctionnement fait que c'est différent. C'est mais beaucoup plus sur Twitter. Hein. C'est Twitter, oui, c'est vraiment sur Twitter. Même sur Facebook, c'est pas comme ça. Alors, avant de passer à la situation au Moyen-Orient, je voulais vous poser une question simple. Ouais. Est-ce que vous pensez que la France traverse une crise démocratique ? Alors, je pense que la probabilité d'une expérience politique néofasciste en France n'a jamais été aussi forte. Hein. On en est déjà à l'extrême droite qui gouverne par procuration. Puisque ce n'est qu'à condition que l'extrême droite accepte que le gouvernement actuel tient. Donc on est dans une situation pré-fasciste. Benoît Hamon, il y a quelques années, ou quelques mois, je ne sais plus, a dit la France est dans une situation politique pré-fasciste. Je suis totalement d'accord avec lui là-dessus, et je lui suis reconnaissant d'avoir trouvé l'adjectif précis qui correspond à l'ère du temps, le zeitgeist que nous avons maintenant, c'est-à-dire la France est dans une situation pré-fasciste. C'est exactement ça. Est-ce qu'on est dans une crise démocratique ? Moi, je pense que les institutions qu'on a sont périmées par rapport à où en est la population. Nous avons des institutions qui ont été, alors que nous sommes à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, etc., ce qui rend la démocratie directe possible, techniquement. Pourtant, nous conservons des institutions dont les fondamentaux ont été pensés, en gros, à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire il y a un peu plus de 200 ans. Donc quand on y réfléchit 2 secondes, c'est complètement fou. C'est évident qu'il faut mettre tout ça à jour, et donc qu'il faut qu'on ait des institutions pensées pour notre temps. Je le répète parce qu'on n'y pense jamais. Les institutions de la démocratie représentative ont été imaginées à une époque où la majorité de la population, où il y avait encore énormément de gens qui étaient analphabètes ou illettrés, à une époque où on trouvait normal que les femmes n'aient aucun droit politique, à une époque où il était évident pour tout le monde qu'il fallait qu'il y ait une caste d'élite qui serve d'intermédiaire apte à gouverner et qui soit juste sélectionnés, départagés entre eux par la masse du peuple éventuellement, mais donc dans une aristocratie élective et non pas dans une démocratie. Et il y avait consensus là-dessus. Et c'était quelque part raisonnable parce que le niveau éducatif était tellement bas que si vous aviez essayé une démocratie directe, ça aurait probablement donné une catastrophe, qualitativement. Sauf qu'on n'en est plus là. Le niveau éducatif n'a jamais été aussi élevé dans le monde. L'accès à l'information n'a jamais été aussi fort. Vous pouvez accéder à beaucoup de conneries, mais en fait, faut vraiment le vouloir pour ne pas avoir de l'information de qualité, puisque l'information de qualité, elle est partout. On a accès à une bibliothèque qui se met à jour en permanence et qui est accessible gratuitement tout le temps. Ça s'appelle Internet. Et donc, il y a de la merde, oui, mais il y a quand même essentiellement des contenus de qualité, si vous regardez bien.
en termes d'information. Si vous êtes mal informé sur un sujet, vous n'avez aucune excuse parce que ça prend maximum 1 heure de se renseigner efficacement sur Internet, quel que soit le sujet. Et donc, dans cette situation-là, nous sommes techniquement et en termes de niveau d'éducation de la population, on est prêt pour la démocratie directe. Simplement, on reste arc-bouté par habitude sur des institutions de démocratie représentative largement faisandées qui correspondent à une époque où on avait des... Enfin, je veux dire... je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quoi ressemblait la France de la fin du XVIIIe siècle. Enfin, c'est complètement délirant qu'on en soit encore à ces institutions-là. Alors, on va passer un peu à ce qui se passe au Moyen-Orient. La situation humanitaire à Gaza aujourd'hui est critique, avec des milliers de blessés et plus de 40 000 morts. De par son rôle sur la scène internationale, que pensez-vous de la gestion qu'a fait la France du conflit ? Je suis profondément déçu par l'attitude médiocre de la France sur la question palestinienne. Si on se place dans une perspective historique de la diplomatie française, si on remonte un peu dans le passé, lorsque la France a cessé d'être l'une des très grandes puissances mondiales, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, le général de Gaulle a mis au point une ligne de politique étrangère et une stratégie diplomatique qui se résume assez vite, c'est de dire la France est l'allié des États-Unis parce que c'est la puissance mondiale qui correspond le plus à ses valeurs et à son intérêt national. Mais la France se comporte comme un porte-voix de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et fonctionne comme une parole libre entre les très grandes puissances mondiales et se réserve le droit de parler à tout le monde. Et par ailleurs, la France a une politique globalement pro-arabe au Moyen-Orient. Le gaullisme, c'est ça. Le gaullisme diplomatique, c'est ça. Bon, ça a été ensuite appliqué par tous ses successeurs, y compris François Mitterrand. François Mitterrand a juste ajouté une démarche, une tentative échouée d'ailleurs, de remplacer la France-Afrique par un processus de démocratisation de l'Afrique francophone postcoloniale. Il a échoué, il a essayé mais il a échoué. J'ai une pensée d'ailleurs pour Sankara. Et par la suite, on peut considérer rétrospectivement que le dernier président gaulliste en matière de diplomatie qu'on ait eu, c'était Jacques Chirac. Et le dernier grand moment gaulliste de relations internationales qu'on ait eu, c'est le non français à la guerre d'Irak, à la deuxième guerre d'Irak dans les années 2000, c'est-à-dire le tandem Chirac-Villepin. Tout le monde se souvient et tout le monde parle de ça, le fameux discours de Villepin à la tribune des Nations Unies, qui est effectivement un discours magnifique. On a tendance à oublier que c'est en fait un duo avec un chef et un bras droit. Le chef c'est Chirac et le bras droit c'est Villepin. Et donc le dernier grand président gaulliste diplomatiquement parlant qu'on ait eu, c'est Chirac. Après ça, à partir de Sarkozy, Nicolas Sarkozy a été le premier président farouchement pro-américain qu'on ait eu. Et il s'est vraiment mis dans la roue des États-Unis, aussi fort que le Royaume-Uni le faisait déjà depuis un demi-siècle. Et donc il a réintégré complètement l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Il a complètement mis la France dans la roue, si on parle comme du cyclisme, il a mis dans la roue des États-Unis, systématiquement aligné. Et depuis lors, on peut constater qu'il n'y a plus de singularité de la voie diplomatique française, ça n'existe plus. La France est une voie parmi d'autres, parmi les alliés et en réalité les vassaux des États-Unis en Europe. La France est dans la même situation que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Elle n'est plus cette singularité, cette unicité de la voix française dans le monde. Ça n'existe plus. Parce que Nicolas Sarkozy a aboli ça, parce que François Hollande est resté dans cette continuité, et parce qu'Emmanuel Macron a continué. Et donc, vous ne pouvez pas me citer une position française qui serait significativement différente de la ligne décidée par Washington. Et donc, par définition, ça veut dire que la France, elle est à la remorque des États-Unis au niveau diplomatique. Et donc, si on revient à la question du Moyen-Orient, la France se contente de platitudes
ou de l'expression de vœux pieux. Mais la France n'a pas de politique diplomatique autonome digne de ce nom au Moyen-Orient. J'ajoute, parce que la plupart des gens ne savent pas ça, que à l'intérieur des milieux diplomatiques français, vous avez deux grandes écoles. Vous avez les atlantistes, qu'on surnomme aussi, quand on les aime pas, les néocons, néoconservateurs. Vous avez les atlantistes, qui sont vraiment très très pro-américains. C'est la ligne qui domine diplomatiquement depuis Sarkozy. Et vous avez une autre ligne qui est les archéo-gaullistes. Ça veut dire les défenseurs de la tradition gaulliste. Les deux milieux existent dans les deux courants existent, ce sont des factions en réalité. Les deux factions existent à l'intérieur du Quai d'Orsay. Mais depuis quelque temps maintenant, c'est la faction atlantiste qui a la main. Je pense que les élites diplomatiques françaises et les élites gouvernementales françaises ne réfléchissent pas assez au global et à moyen et à long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que l'avenir de la planète n'est pas occidental et il n'est pas blanc. Il est chinois, il est indien, il est indonésien, il est encore américain, mais pas que. Il y a une multipolarité qui se prépare. Et d'ailleurs, les troubles qu'on a aujourd'hui dans le fonctionnement international, c'est largement parce qu'on est dans une transition, dans une phase de transition entre l'hyperpuissance américaine et une multipolarité entre une poignée d'empires. L'empire américain, l'empire chinois, l'empire indien, etc. Dans ce contexte-là, est-ce que la France a vraiment à gagner de rester dans la roue des Américains, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, et moi c'est ma conviction, avoir une vraie Europe puissance et que cette Europe puissance se tourne vers les pays anciennement colonisés pour passer alliance avec eux. Moi, c'est ma conviction. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que l'Europe doit devenir, parce qu'elle ne l'a jamais été, doit devenir une Europe puissance qui a son propre chemin distinct des Américains, distinct du Chinois, distinct des Indiens, et qui s'appuie sur un partenariat de coprospérité, en quelque sorte, avec l'Afrique. Moi, c'est ça ma conviction. On n'en prend pas le chemin. Pour l'instant, on est juste un perroquet assez minable des Américains. Alors, pourquoi en particulier l'Afrique ? Alors, si vous regardez bien, l'Europe, elle est vieille, elle est riche, elle est technologiquement avancée, et elle a une croissance plutôt flat. L'Afrique, si vous regardez bien, elle est jeune, elle est pauvre, elle est sous-développée au sens par rapport à la moyenne, et elle est technologiquement en retard, pour des raisons de pauvreté accumulées par des phénomènes de pillage, de prédation, de colonialisme puis de néocolonialisme. Ça veut dire que les gisements de croissance économique et de développement, ils sont beaucoup plus en Afrique qu'en Europe. Oui, mais les capacités à développer les choses sont beaucoup plus puissantes en Europe qu'en Afrique. Il y a un partenariat évident, à mon avis, qui est de mettre les capacités de l'Europe au service du développement de l'Afrique, en contrepartie du fait que ce soit systématiquement sous forme de joint ventures. Les joint ventures, c'est quand vous faites quelque chose, la Chine a beaucoup fait ça pour se développer, dans les années 80 en particulier, 80-90, c'est que vous pouvez aller à fond dans le développement économique en Chine, mais vous devez le faire en joint venture avec des sociétés chinoises qu'on crée pour l'occasion et avec des accords de formation de notre personnel et de transfert de technologie et de partage équitable des bénéfices. C'est ça qu'a fait la Chine. Pourquoi on ne ferait pas ça en Afrique, entre Europe et Afrique ? Plutôt que plutôt que d'avoir une logique comme si on avait affaire à des mendiants, c'est-à-dire de balancer de l'aide au développement, qui d'ailleurs est très très loin du compte par rapport à ce que les pays anciennes puissances coloniales doivent en réparation du colonialisme, à mon avis. Il devrait y avoir une indemnisation financière pour les crimes du colonialisme, une réparation financière auprès des anciens pays colonisés. Reste que ce co-développement, j'aime pas dire co-développement parce que c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé, donc il faudrait en trouver un autre pour marquer qu'on ne veut pas parler de ces hypocrisies du passé. C'est de la co-croissance en réalité. Et donc,
si l'Europe se lance là-dedans avec l'Afrique, le potentiel est absolument phénoménal. Je crois qu'on ne se rend même pas compte à quel point il y a en Afrique, encore plus en Afrique subsaharienne qu'au Maghreb et au Mashrek d'ailleurs, il y a une énergie disponible qui est absolument colossale. Ce qui manque, c'est le fric et l'accès à l'énergie. Et la formation. Ça tombe bien, tout ça on l'a en Europe. Et on n'arrive pas à en faire quoi que ce soit parce qu'on a déjà, comme les pays sont déjà riches, on est sur une croissance, et vieillissant, on est sur une croissance flat. Il faut une alliance entre la vieille Europe riche et la jeune Afrique pauvre. Et là, on va s'en sortir, ensemble. Moi, c'est ça ma conviction. On a vu que les efforts des organisations internationales comme l'ONU pour un cessez-le-feu n'ont pas fonctionné. Le droit international, lui aussi, n'a l'air d'avoir que très peu d'importance aujourd'hui. Et donc, nous nous sommes posé la question, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons ? Alors, est-ce que c'est la fin de la diplomatie et de l'influence des grandes organisations internationales ? Alors, les organisations internationales, il ne faut pas leur prêter plus de pouvoir qu'elles n'en ont. Elles sont là soit pour identifier un consensus international sur tel ou tel sujet par la négociation, et c'est très bien, ou alors elles sont là pour dire ce qu'il faudrait faire si on pouvait le faire, quand bien même on ne peut pas le faire. C'est par exemple le cas d'un certain nombre de décisions en matière de droit international qui ne vont pas être appliquées, mais c'est quand même important qu'elles existent pour qu'on puisse se positionner par rapport à ça. Je vous prends un exemple. Quand le gouvernement Netanyahou aggrave l'occupation illégale des territoires occupés palestiniens, Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza, ça affaiblit sa position diplomatique dans le monde quand la Cour de justice des Nations Unies dit et répète que cette occupation est illégale et qu'Israël, tous les civils israéliens, tous les militaires israéliens doivent purement et simplement dégager de Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est. Donc ça a une importance. Ça modifie les termes du débat parce qu'il n'y a pas que la guerre armée, il y a aussi la bataille des idées, la bataille des positions diplomatiques, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. Les organisations internationales servent aussi d'arène permanente de négociation, de délibération, etc. Leurs décisions ne sont pas nécessairement appliquées toujours, mais c'est important qu'elles existent, encore une fois, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais ça peut aussi être appliqué. Il y a des cessez-le-feu négociés dans les arènes des organisations internationales et qui sont appliqués. Ça arrive, pas tous les jours, mais ça arrive très régulièrement. Et j'ajoute... la question à se poser, pour moi, est plutôt mais comment on peut obtenir que, avec le moins de morts possible, comment peut-on obtenir que l'injustice faite au peuple palestinien s'arrête ? Pour moi, c'est ça la question vraiment importante. Alors j'y ai réfléchi, et souvent quand je réfléchis à des sujets compliqués comme ça en matière de relations internationales, je pense à l'histoire. Et la situation israélo-palestinienne me fait évidemment penser à la situation de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Pourquoi ? Parce que c'est pareil. Vous avez un gigantesque Bantoustan. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Bantoustan, c'est un gigantesque ghetto pour les Noirs d'Afrique du Sud. Donc ils n'avaient pas le droit d'en sortir, sauf pour aller bosser dans les quartiers économiques prospères dominés par les Blancs descendants des colons en Afrique du Sud. Et donc ce système d'apartheid fonctionnait comme ça. Donc une ségrégation très dure, et en Israël-Palestine, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que vous avez un gigantesque Bantoustan qui est Gaza, vous avez aussi un autre Bantoustan qui est la Cisjordanie, dans lequel vous avez des enclaves qui sont les colonies israéliennes, qui font un mitage du territoire qui empêche d'ailleurs, et c'est fait exprès, la viabilité d'une Cisjordanie qui serait un État palestinien indépendant. Forcément, si vous multipliez les colonies israéliennes dedans, vous empêchez un État souverain, la viabilité de l'État palestinien. Bon. Comment l'apartheid en Afrique du Sud s'est arrêté ? Essentiellement parce qu'il y a eu des années et des années de boycott économique particulièrement durs en termes d'importation et d'exportation envers l'Afrique du Sud. Et ils ont fini par lâcher l'affaire en disant « Ok, on va arrêter l'apartheid et vous, arrêtez votre boycott, on n'y arrive plus là. » Bon. Il faut faire la même chose avec Israël. Il faut bien se rendre compte qu'Israël, c'est tout petit économiquement. Et ça ne tient que grâce à,
ses exportations de haute qualité et d'agriculture. Il y a la tech et l'agriculture, hein, essentiellement, en Israël. Sauf que, et à cela s'ajoute l'aide américaine, qui est une aide militaire et économique. Mais ça veut dire que si demain, vous avez un phénomène massif de boycott envers Israël, boycott économique, par exemple par l'Europe, imaginons que l'Europe décide d'être sérieusement pro-palestinienne, plutôt que de faire des discours creux ou des vœux pieux, ce qu'il faut c'est boycotter économiquement l'État d'Israël jusqu'à ce qu'il arrête l'occupation des territoires illégale des territoires palestiniens, et 2, qu'il arrête l'apartheid, qu'il abolisse l'apartheid en Israël. Parce que selon que vous êtes palestinien ou israélien, vous n'avez pas du tout les mêmes droits. Hein. Et ça, c'est l'apartheid. Donc, à mon avis, c'est ça qu'il faut faire, et le plus tôt sera le mieux. Et la première étape pour faire quelque chose qui n'est pas encore fait, c'est d'en parler. Donc, je le dis chez vous, je le dis aussi ailleurs. Il faut arrêter de... Parce que ça, c'est vraiment, ça m'agace prodigieusement. Est-ce que vous vous rendez compte du temps qu'on perd et de l'énergie qu'on perd à juste dire « je soutiens ceci, je désapprouve cela » sur les réseaux sociaux essentiellement. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, honnêtement ? Je soutiens ceci, je désapprouve cela. Ou, en forme interrogative, mais est-ce que tu condamnes ceci ? Est-ce que tu soutiens cela ? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? La question fondamentale, c'est pas est-ce que je suis plus pur que le voisin ? La question fondamentale, c'est comment on résout des problèmes qui font des morts. Et donc la question devient, comment on fait pour résoudre ce problème qui a déjà fait, à l'heure où on parle, probablement, en mort directe et indirecte, on a déjà tapé la barre des 100 000 morts palestiniens, ou on s'apprête à taper cette barre. Et il y a aussi les civils libanais. Et bien entendu, il y a aussi les civils israéliens, beaucoup moins nombreux, mais c'est important quand même. Donc dans ce contexte-là, comment on fait pour résoudre le problème ? La question de savoir qui soutient quoi, on n'en a rien à carrer, il faudrait qu'on arrête de se masturber, pardon de le dire, sur les réseaux sociaux avec des likes, des pouces et des trucs, ça ne fait pas avancer le problème. La question c'est comment on agit pour résoudre le problème par des voies pacifiques. Ça c'est intelligent et ça c'est utile. Alors, pardon, je me suis enflammé un peu. Alors, que pensez-vous des accusations de 2 poids, 2 mesures dont le Sud global accuse l'Occident ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui aura des répercussions sur la place de la France à l'international, que ce soit à moyen ou long terme ? Sur la question des pays anciennement colonisés, moi, j'ai longtemps fermé ma gueule, parce que je ne me sentais pas légitime à en parler, alors que moi-même, ma peau est blanche et je suis né en France, de nationalité française, etc. Et donc je me sentais illégitime à en parler, et illégitime à plaider la cause de ce qu'on appelait auparavant le tiers-mondisme. Et puis récemment, je me suis dit, et puis merde, après tout, ce sont mes convictions, donc j'y vais. Et puis surtout, je me suis rendu compte, à force de m'intéresser, de m'engager sur la cause palestinienne, je me suis rendu compte qu'en fait, contrairement à ce qu'une petite minorité d'activistes contre le néocolonialisme prétendent, en réalité, dans les populations de ce qu'on appelle les pays du Sud, et que je préfère appeler les pays anciennement colonisés, c'est plus précis, en fait, il y a une énorme demande que des gens des pays du Nord et qui ont la peau blanche s'engagent de leur côté. C'est quelque chose qui est énormément apprécié, notamment parce que quand vous êtes en train de vous battre contre une injustice que vous subissez, recevoir le soutien de gens qui ne subissent pas cette injustice, ça fait du bien, et puis tactiquement c'est assez efficace. Parce que c'est vrai que quand on est dans un système globalement postcolonial, c'est vrai que factuellement, la parole d'un intellectuel d'un pays riche a généralement plus de poids que la parole d'un intellectuel d'un pays anciennement colonisé. C'est injuste, c'est stupide, mais c'est comme ça. Et donc, c'est tactiquement utile qu'un maximum d'intellectuels, en clair, qui ont la peau blanche et qui sont dans un pays riche, prennent la parole, oui, pour soutenir. C'est ce qu'on appelle des alliés. Il ne faut pas qu'ils soient en première ligne, c'est super important ça. Ce n'est pas à eux d'être en première ligne. Mais c'est important qu'ils parlent, et c'est important qu'ils mouillent la chemise eux aussi. Et donc,
moi, je ne me contente d'accompagner un mouvement que, bien entendu, je ne suis pas légitime à diriger. Je me contente d'accompagner de tout mon cœur et de toutes mes capacités intellectuelles et de plaidoyer un mouvement qui existe, qui est un mouvement en réalité que je qualifierais de deuxième décolonisation. Il y a eu la première décolonisation qui est le fait que les pays accèdent à l'indépendance, mais maintenant il y a une deuxième décolonisation qui est en cours, qui consiste à remettre en cause le néocolonialisme, c'est-à-dire un colonialisme économique, qui consiste à avoir un système général de prédation sur les pays qui avant étaient des colonies et qui maintenant sont des pays qui sont en deuxième ou en troisième classe de la mondialisation contemporaine. Donc on est dans cette situation-là. Ça s'accompagne d'ailleurs, et ça c'est important de le dire, ça s'accompagne aussi d'un processus de démocratisation croissante pour se débarrasser d'un certain nombre de dictateurs corrompus et clientélistes qui en réalité sont, et j'ose le dire, des contremaîtres au service du néocolonialisme qui n'ont que l'indépendance, en général ils n'ont que l'indépendance et le nationalisme local à la bouche, mais c'est de la poudre aux yeux pour pouvoir être l'intermédiaire docile de l'exploitation des ressources et des peuples des pays subissant le néocolonialisme, et eux s'en mettent plein les fouilles au passage, au service des intérêts néocolonisateurs. Et ça, à un moment, il faut le dire, les dirigeants dictatoriaux et corrompus d'un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne font partie du problème, et le plus tôt ils seront renversés, le mieux ce sera. Il faut être clair là-dessus. Et donc, à cet égard, moi, je ne comment dire, quand un régime autoritaire africain subsaharien est renversé, personnellement, je suis content. J'espère juste qu'un certain nombre de juntes militaires vont se dépêcher de restaurer la démocratie parce qu'une junte militaire, ça remplace un problème par un autre problème. Être une junte militaire bien intentionnée ne suffit pas. Et je dis ça, encore une fois, en tant qu'ami, en tant qu'allié, en tant que compagnon de route, et certainement pas en tant que leader. Alors le 1er octobre, Israël a lancé l'invasion terrestre du Liban, ce qui a choqué beaucoup de gens. Certains ne s'y attendaient pas du tout, certains ne pensaient pas qu'Israël allait sauter le pas, d'autres pensaient que ce n'était qu'une question de temps. Et donc quelles sont les motivations derrière l'attaque terrestre d'Israël au Liban? Alors, le Liban est un terrain d'affrontement entre Israël et l'Iran. Donc, Israël y va directement et l'Iran y va par Hezbollah interposé. Si je résume, fondamentalement, la situation c'est ça. Bon, sachant que vous avez aussi la Syrie comme acteur, mais derrière la Syrie, vous avez encore le Liban. Derrière la Syrie, vous avez encore l'Iran. Bon. Donc, c'est une rivalité de puissance régionale moyen-orientale. Israël d'une part, l'Iran d'autre part. C'est ça qui est en train de se jouer. Sachant que derrière Israël, vous avez les États-Unis, et que derrière l'Iran, vous avez la Russie, c'est-à-dire la Chine en bout de chaîne. Et donc ce qui se joue, c'est cette confrontation-là. Alors ce qui complique le problème, c'est que c'est quand même difficile de choisir son camp quand d'un côté vous avez un gouvernement d'extrême droite dirigé par un criminel de guerre, le gouvernement Netanyahou, parce que bombarder des civils en masse, c'est un crime de guerre, hein, je le rappelle, et donc la place de Netanyahou est à la Cour pénale internationale en tant qu'accusé. Sauf qu'en face, vous avez l'Iran, qui est une dictature théocratique assez abominable, et donc j'attire l'attention d'un certain nombre de gens qui sont des pro-palestiniens sincères, sur le fait que c'est pas parce que quelqu'un, ou un pays, ou un parti, ou une puissance est comme vous pro-palestinienne, que ça la rend automatiquement fréquentable. Moi, j'ai rien à dire et rien à faire avec le Hamas, c'est une organisation armée islamiste. À un moment, il faut réfléchir 2 secondes. Il y a un certain nombre de crétins, je le dis comme je le pense, qui, parce qu'ils sont pro-palestiniens, ont des lâchetés vraiment coupables par rapport au Hamas, à ne pas appeler un chat un chat et à ne pas appeler une organisation
terroriste islamiste par son nom. On parle de gens qui tuent et torturent des civils. C'est inacceptable. En termes du point de vue moral et du point de vue du droit, on pourrait discuter de la légitimité de l'action de résistance armée sur des cibles militaires. Faire péter une caserne d'une puissance qui occupe votre territoire, par exemple. On pourrait en discuter. Mais pas quand vous vous mettez à tuer et torturer des civils. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a le Hamas, le Hezbollah pose exactement le même problème. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que Nasrallah est un type formidable, au contraire. Ce que je vous dis en revanche, c'est que Nasrallah, il fallait le capturer pour le traduire lui aussi à la Cour pénale internationale, pour l'ensemble de ses crimes, et non pas le buter par exécution extrajudiciaire, ce qui est totalement contraire au droit international, et surtout de le faire en rasant un quartier libanais de civils à coups de bombe. C'est pas possible, ça. Tout ça pour dire donc que quand on dit que la situation est compliquée, en réalité, elle n'est pas compliquée, elle est difficile. C'est pas la même chose. Et donc, pour moi, le principal levier de la paix dans le conflit israélo-palestinien, c'est la pression économique par l'embargo et le boycott sur Israël. C'est ça qui va marcher. Encore faut-il le faire. Alors, est-ce que l'attaque du Liban par Israël est l'événement qui va finalement mettre le feu aux poudres au Moyen-Orient? Est-ce que ce sont les prémices d'une guerre totale au Moyen-Orient? Alors, les gens qui pensent que ce qui se passe au Liban est une étape avant une déflagration énorme, gigantesque, etc., faut s'intéresser à l'histoire récente. On est en train, globalement, de répéter une séquence qui s'est déjà jouée dans les années 80. Il y a eu la guerre du Liban, et la guerre du Liban était elle-même une conséquence du conflit israélo-palestinien. Est-ce que ça a débouché sur une grande guerre moyen-orientale? Non. Est-ce que ça a débouché sur une guerre mondiale? Non. Donc à un moment, il faut regarder les choses, il faut essayer de rester froid dans son analyse. Si on est dans l'analyse, on peut s'engager avec passion, mais si on analyse, il faut le faire avec sang-froid. Et moi, je fais partie d'une école des relations internationales qui s'appelle le néoréalisme, donc aucun rapport avec le cinéma italien de Fellini, hein, ça c'est un autre néoréalisme, mais le néoréalisme dans les relations internationales, on analyse les choses de manière carrée et rigoureuse. Qu'est-ce qu'on a là? On a un conflit interne dans un pays, enfin interne. Ce qu'on a en toute rigueur, c'est un pays, Israël, qui occupe illégalement le territoire d'un autre pays, la Palestine. Je répète, Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice des Nations Unies. Et à l'intérieur d'Israël, par ailleurs, et par extension dans les territoires occupés, puisque de facto ils sont sous domination israélienne, on a un problème d'apartheid. Et un conflit, dans cet ensemble israélo-palestinien, on a un conflit qui est un conflit de type sud-africain sur l'enjeu de l'apartheid. Ça, c'est un premier sujet. On a un deuxième sujet qui est un conflit entre puissances régionales, entre Israël d'une part et la Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, d'autre part, dont les principales zones d'affrontement sont au Liban, parce que Israël y va directement et parce que l'Iran passe essentiellement par l'intermédiaire du Hezbollah. C'est ça qui est en train de se passer. Et encore derrière ça, vous avez la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Les États-Unis, pour des questions d'accès au pétrole essentiellement, ont besoin d'avoir au moins un allié absolument indéfectible dans la région. Et c'est pour ça que les États-Unis soutiennent absolument Israël, que je ne sais plus quel cadre dirigeant des États-Unis des années 80 avait dit Israël est le plus grand porte-avions américain dans la région. Et c'est vrai. Et donc, il y a cet aspect-là. La principale raison, à mon avis, pour laquelle les Palestiniens continuent à s'en prendre plein la gueule encore et encore, c'est parce que derrière Israël, il y a le soutien actif économique et militaire des États-Unis, mais derrière les Palestiniens, il n'y a personne. Ce que je veux dire par là, c'est que, en réalité, ils sont très peu aidés économiquement et même militairement. Si vous regardez bien, les moyens des combattants palestiniens sont ridicules comparés aux moyens de l'armée israélienne. Et donc vous n'avez pas
Vous n'avez pas, à l'heure actuelle, de grandes puissances qui soutiennent vraiment, économiquement et militairement, la cause palestinienne. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis que ça explique pourquoi les Palestiniens s'en prennent plein la gueule sans qu'il y ait de conséquences et que le gouvernement Netanyahou peut faire ça impunément. C'est pour ça. Et je répète que ce qu'il faut, c'est un boycott économique envers Israël et que l'Europe se grandirait moralement et aurait un soutien considérable dans l'ensemble des pays anciennement colonisés si l'Europe osait prendre le chemin du boycott économique pour des raisons de justice envers Israël tant que la Palestine n'est pas libérée. Les États-Unis ont besoin d'avoir au moins un allié totalement sûr au Proche-Orient pour des questions de capacité de projection militaire pour pouvoir assurer en cas de crise ou de problème leur accès au pétrole du Moyen-Orient. C'est vraiment fondamental. Bon. Là, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Sachant que l'Arabie Saoudite est un allié des États-Unis, mais il n'est pas indéfectible, et surtout, c'est un régime politique très fragile. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir un effondrement de la monarchie, enfin de la dictature, mais ils appellent ça monarchie, de la dictature en Arabie Saoudite, et qui serait remplacé très probablement par un régime islamiste hostile aux États-Unis. Dans ce cas-là, il faut qu'ils puissent avoir une solution de repli immédiate, et cette solution de repli immédiate, c'est Israël. Ok, merci beaucoup. Alors, je pense que nous arrivons à la fin de cette interview. Ok. Pour finir, on veut faire chez Impact, nous avons conscience que nous sommes une génération un petit peu dans une situation un petit peu compliquée avec tous les conflits qu'il y a, le flux d'informations. Donc, nous essayons de croire un peu au happy ending. Ça fait partie de notre DA. Et donc, bon, comme les efforts diplomatiques ne semblent pas du tout fonctionner et que ça ne désamorce pas du tout les tensions, quels sont les leviers diplomatiques qui existent aujourd'hui et qu'on peut actionner pour que les choses ne se terminent, on ne va pas dire bien, mais pas trop mal? De manière générale, si vous excluez le fait de se taper sur la gueule, ce qui fait partie des modes de résolution d'un conflit. Hein. Si vous excluez ça, il n'y a que deux choses qui marchent. Les sanctions économiques jusqu'à ce que le pays que vous visez cède. C'est par exemple ce qui a été fait sur la Russie pendant plusieurs années. Les sanctions économiques se sont accumulées. C'est ce type de méthode. Ou l'Iran. L'Iran a subi ce type de méthode. Donc, vous pouvez obtenir des résultats significatifs par cette voie-là. La preuve, l'Iran, parce qu'il a subi des sanctions économiques, a fini par accepter de négocier l'arrêt, ou en tout cas la suspension, de son programme nucléaire militaire. Bon, bah ça, c'est un exemple de levier. Les pressions économiques, ça fait pas de... Comment dire ça n'est pas la même chose que des tapis de bombes en termes de nocivité, et ça obtient ces résultats-là. Ça peut obtenir ce type de résultats. L'autre possibilité, et c'est triste qu'il y ait besoin de le rappeler, mais c'est vrai qu'on perd cette vue. Il y a une méthode qui marche toujours pour résoudre les conflits. Ça s'appelle le dialogue. Vous prenez des représentants des camps, des factions qui ne sont pas d'accord, vous les mettez autour d'une table et vous les faites se parler et vous fermez la clé, et quand ils ressortent, ils ont un accord. C'est toujours comme ça qu'on fait, si vous regardez bien. On peut être un imbécile ou un intégriste, ou un nationaliste, et donc dire « je ne m'assierai pas à la table de négociation tant qu'il n'y aura pas telle et telle condition remplie », et donc vous faites des morts, en pratique. Ou alors on peut avoir une approche raisonnable, rationnelle et intelligente, et surtout adulte, qui consiste à dire « ok, il n'y a aucune condition préalable, on va s'asseoir maintenant, et on va discuter maintenant, pour négocier maintenant, pour aboutir à un accord maintenant, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent ». Donc, pour Israël-Palestine, c'est ça qu'il faut faire. Pour la Russie et l'Ukraine, c'est ça qu'il faut faire. Et je suis fatigué d'entendre ou de lire sur les réseaux sociaux si souvent, ou sur les plateaux télé, etc., des gens qui disent « mais non, on ne peut pas négocier parce que quelque part, ce serait, en gros, renoncer à l'idée que le camp d'en face, c'est le méchant. » Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement absurde? On n'est pas dans une cour de récréation. Il y a des morts. Pour arrêter une guerre autrement que par la destruction totale de l'ennemi et sa capitulation, ce qui fait énormément de morts. La seule façon, c'est de se mettre autour d'une table et de négocier un deal
Et toute personne qui vous dit le contraire, soit est un intégriste politique, soit est quelqu'un qui n'a pas assez réfléchi au sujet. Eh ben, merci beaucoup Thomas Guénolé de nous avoir accordé cette interview. C'était un plaisir, vous nous avez permis d'y voir un peu plus clair dans toutes ces situations un petit peu compliquées, un petit peu confuses. Et donc, on espère pouvoir vous revoir très bientôt et pouvoir faire d'autres interviews sur d'autres sujets. Avec plaisir, je sors un bouquin de relations internationales en février, donc on pourra se revoir à ce moment-là si vous voulez. Ça nous fera très plaisir. Et ben, à très bientôt. Merci.